Il est connecté, non? Si, il est connecté. Si on peut mettre la première communication. Voilà. Vas-y, allez-y. Voilà, je vais essayer de vous résumer en moins de 10 minutes quelle technique utiliser en matière de cross-linking à l'heure actuelle. Bien sûr pour le kératocone. Voilà, je vous ai divisé ça en 4 tableaux cliniques pour essayer de faire simple. Premier tableau clinique, le kératocone, on est sûr qu'il progresse. Deuxième tableau clinique, le kératocone progresse un petit peu. Et là, on peut se permettre de proposer aux patients les variantes de la technique conventionnelle. Troisième cas clinique, la cornée est fine. Quatrième cas clinique, la cornée est associée à une photoabsorption topographique. Et enfin, la dernière cas, l'avenir. Donc le kératocone progresse, je vais aller vite. On est sûr qu'il progresse, le sujet est jeune. Je crois qu'il ne faut pas hésiter. Il faut proposer aux patients un traitement conventionnel en IP-off, puisque à l'heure actuelle, c'est le seul dont on est sûr qu'il marche avec efficacité. Je vais passer le détail, mais la plupart des études confirment que le cross-linking dans le kératocone qui progresse, selon la technique conventionnelle, en IP-off, on enlève l'épithélium, on met des gouttes pendant 30 minutes, et puis ensuite on fait agir les ultraviolets, et ça, on est sûr que ça marche. Donc je crois que si vous avez un sujet jeune qui a un kératocone qui progresse, c'est ça qu'il faut sans aucun doute proposer aux patients. Deuxième cas de figure, le kératocone progresse un petit peu, mais pas beaucoup, et donc je crois que dans ces cas-là, on peut proposer aux patients des variantes de la technique conventionnelle. Dans les variantes de la technique conventionnelle, il y a d'abord la technique de cross-linking accéléré. Donc, alors, il y a 36 000 machines qui vous proposent tout ça. Vous savez que les premières études des Seiler, etc., avaient montré qu'il fallait faire 3 minutes à 3 milliwatts. L'idée était de diminuer le temps d'exposition en augmentant l'énergie. Tout ça, il y a eu pas mal de publications maintenant qui ont été faites là-dessus. Tout ça pour dire, je pense que on va revenir là-dessus. Je crois que de nos jours, il a clairement été montré par différentes équipes que ce qui marche bien, c'est jusqu'à 10 minutes. Voilà. Et qu'après 10 minutes, si on ne peut pas se permettre de raccourcir le temps. Donc, si on raccourcit de moins de 10 minutes, on n'est pas sûr du tout que ça marche. Et Farhad Zafezi, qui est dans la salle, a été un des premiers à montrer que ça a une certaine limite et qu'il me contredira peut-être tout à l'heure, que vous avez le droit de faire, il faut classiquement faire du conventionnel, mais que vous avez le droit de réduire le temps d'exposition à 10 minutes, mais certainement pas à moins. C'est ce qu'ont montré toutes ces dernières publications. Alors ensuite, il y a le cross-linking pulsé, dont le principe, vous savez, est de faire du pulse pour permettre à la cornée d'avoir un niveau de l'oxygène pour, semble-t-il, améliorer le résultat. Alors là aussi, c'était proposé par une société américaine que vous connaissez tous, et puis ça a été critiqué également par Farhad, qui a montré sur des études expérimentales in vitro ou in vivo chez l'animal qu'on n'est pas sûr du tout que ça marche comme ça, et que donc pour le CXL pulsier, il y a encore un grand point d'interrogation sur la réelle efficacité de ce cross-linking. L'autre stratégie qu'on peut peut-être proposer à ces patients qui progressent un petit peu, et encore une fois certainement pas aux patients qui progressent beaucoup, c'est le cross-linking transépithélial. C'est sûr que c'est indiscutablement l'avenir, puisque on n'aura pas de douleur, on n'aura pas les complications, le risque infectieux de la désépithélisation, on n'aura pas de cicatrices, on aura une conservation de l'acuité visuelle. Enfin, ça a beaucoup, en tous les cas, en théorie, ça a beaucoup d'avantages. Le problème, c'est que la riboflavine, ça ne traverse pas l'épithélium. Alors, vous savez que le laboratoire italien TE Soft qui a développé cette molécule. Plusieurs études ont montré clairement, italiennes au début, que ça marchait bien. Et puis, on s'est rendu compte après que finalement, le cross-linking transépithélial utilisant cette fameuse drogue TE, ça ne marche pas si bien que ça. Et la vérité, c'est que ça marche beaucoup moins bien que le cross-linking conventionnel. Et puis est arrivé la iontophorèse, dont le principe est de faire rentrer la riboflavine à travers l'épithélium à la faveur d'un courant électrique, puisque la riboflavine est chargée électriquement. Nous, on avait fait une publication chez le lapin montrant que ça marchait remarquablement bien chez le lapin, et on était ravis. Et puis ensuite, on est passé à l'étude chez l'homme. Et puis l'étude clinique chez l'homme, sur 60 patients, nous a montré que finalement, chez l'homme, ça ne marchait pas si bien que chez le lapin. Et là encore, on ne va pas entrer dans le détail, mais voyez, vous avez le résultat du conventionnel.
Et puis vous voyez que chez ces patients traités par iontophoreuse, il y a un certain nombre de patients qui ont été retraités. Et donc là encore, il faut dire clairement que le cross-linking par iontophoreuse, ça ne marche pas aussi bien que le cross-linking conventionnel. Voilà. Alors ensuite, l'autre cas clinique, l'autre tableau clinique, c'est vous trouvez chez un patient qui a une cornée fine. Vous savez que classiquement, il faut faire le cross-linking uniquement chez les patients qui ont plus de 400 microns pour ne pas altérer l'endothélium. Ça, c'est les tableaux qui montrent bien, ça a été montré à l'époque, qu'il y a un risque pour l'endothélium pour une cornée qui fait moins de 400 microns. Alors, quelles sont les solutions lorsque vous avez une cornée qui a moins de 400 microns? Il y en a 2 ou 3. Il y en a une, c'est de faire gonfler la cornée juste avant le traitement UV pour la faire grossir. La seule façon de la faire gonfler, c'est d'utiliser de la riboflavine sans dextrane qui va, pour des raisons osmotiques, faire gonfler la cornée. Là encore, on n'est pas sûr que ça marche vraiment. L'autre solution, c'est qu'il y a une relation très claire entre la durée d'irradiation ultraviolet et la toxicité sur l'endothéliale, et que dans l'autre solution, vous le voyez, c'est de diminuer le temps d'irradiation. Donc en gardant vous utilisez la machine à UV pendant 30 secondes, vous diminuez le temps d'irradiation, en diminuant l'irradiation, la profondeur de l'ultraviolet sera moindre et ce sera moins toxique pour l'endothélium. Et en fait, l'autre solution, c'est de garder l'épithélium en place, de faire de l'épione. Mais le problème, c'est que lorsque vous faites de l'épithélium, il y a une partie de l'énergie qui est arrêtée par l'épithélium et on ne sait pas très bien quelle est la quantité d'énergie qui est arrêtée par l'épithélium. Donc bref, lorsque l'épithélium a moins de 400 microns, on a différentes solutions, mais qui n'ont pas également été prouvées. Je vous conseille donc, si vous avez une cornée à moins de 400 microns, de le confier à un spécialiste du kératocone plutôt que vous compliquer la vie. L'autre cas de figure, c'est la grande mode, ça a été la grande mode depuis 3 ou 4 ans, c'est d'associer le cross-linking à une photoablation topoguided. Donc on va essayer à la fois de faire un cross-linking pour stabiliser le kératocone, et également on va essayer d'améliorer sa topographie pour améliorer l'acuité visuelle du patient, puisque le cross-linking conventionnel, ça ne fait que stopper l'évolution. Et donc on associe au cross-linking une photokeratoconome thérapeutique guidée par la topographie, qui ne doit pas dépasser 50 microns pour ne pas affaiblir le kératocone. Il y a plusieurs publications qui montrent que ça marche, qui viennent le plus souvent d'une même équipe grecque, c'est bien ça, dont je tairai le nom. En tout cas, en notre expérience, on avait fait une série de 20 patients, et notre expérience sur cette cross-linking associé à une photoablation guidée par topographie cornéenne est très négative, et on a des résultats tout à fait imparfaits, avec une prédictibilité catastrophique et des patients même un patient qui s'est aggravé du fait de la photoablation. Donc je vous recommande la plus grande prudence dans cette indication. Et puis l'avenir, c'est peut-être ça, j'y crois beaucoup, c'est la topographie, le cross-linking topoguided. Donc le principe est de faire un cross-linking qui va être guidé sur la topographie cornéenne pour faire un traitement qui est maximum au sommet du cône. Comme vous voyez ici, vous avez l'exemple de 2 patients. Le traitement va être focalisé uniquement sur l'apex du cône, dans la zone où le kératocone est le plus fragile. Bon, je passe les détails, mais ce qui est clair, c'est que, vous le voyez ici, c'est que ça, on a fait une étude prospective qui est en train d'être publiée, où on a comparé une série de 30 patients traités par cross-linking guidé sur la topographie cornéenne, donc centré sur l'apex du cône, versus le cross-linking conventionnel, et on a des résultats qui sont bien meilleurs après cross-linking guidé par la topographie cornéenne, avec un affaissement du cône beaucoup plus important qu'en cross-linking conventionnel. Voilà, c'était un résumé de ma façon de voir les choses suivant les cas cliniques. Et pour retenir ça, c'est sûr que le cross-linking a changé notre arbre décisionnel en fonction devant un kératocone. Et que il faut retenir que chez un patient jeune qui présente un kératocone qui évolue, il faut sans aucun doute lui proposer un cross-linking conventionnel. Je vous remercie. Je passe directement la parole.